Crois-tu vraiment que tu mènes ta vie? Peut-être qu'en regardant de loin, ça en a l'air. Tu te lèves, choisis tes habits, décides de ce que tu vas manger, prends le moyen de transport que tu veux, suis ta routine. Mais si tu observes bien, tu verras qu'une grande partie de ce que tu appelles choix n'est qu'une réaction automatique à quelque chose qui s'est produit, comme si tu étais poussé par les événements et tes émotions, plutôt que guidé par des décisions réfléchies. Souvent, on croit tenir le volant de sa voiture, mais en réalité, on est assis à l'arrière, juste à regarder la direction qu'elle prend. Tu te réveilles, mais c'est le réveil qui te dit de te lever. Tu manges, mais c'est la faim qui t'ordonne de t'arrêter pour manger. Tu parles, mais c'est la colère qui te pousse à ouvrir la bouche. Et au final, celui qui décide n'est pas vraiment toi. Ce sont les déclencheurs extérieurs. Le stoïcisme a toujours précisé qu'il existe une frontière invisible entre ce qu'on peut vraiment gérer et ce qui échappe à notre portée. Épictète disait que ce qui est en notre pouvoir se limite à notre avis, nos envies, nos refus et nos actes. Tout le reste, la météo, l'opinion des autres, l'économie, les embouteillages, l'humeur des gens, ne dépend pas de nous. Et pourtant, on dépense énormément d'énergie à vouloir influencer précisément ces choses-là. Le souci, c'est que cette illusion de maîtrise nous rend fragiles. En pensant tout contrôler, chaque imprévu devient une attaque personnelle. On perd son calme, on se sent frustré, on croit que quelque chose ne va pas comme il faut dans la vie. En réalité, ce qui est faussé, c'est notre manière de nous placer face au monde. Réfléchis à ta réaction quand un plan ne se déroule pas comme prévu. Tu t'énerves? Tu te plains? Tu accuses quelqu'un? Ces gestes paraissent normaux, mais ils montrent que tu n'es pas aux commandes. Être aux commandes, ce n'est pas tout obtenir comme on veut, c'est continuer à agir selon son propre choix, même quand les choses tournent autrement, sans juste répondre à l'impact. Imagine un pilote aux commandes d'un avion. Il ne décide pas du vent, ne choisit pas quand il pleuvra, ne peut pas éviter les secousses. Mais il gère la trajectoire, ajuste les commandes, décide comment atterrir. S'il panique à chaque changement de temps, il n'est plus pilote, juste passager effrayé. C'est pareil pour nous. Chaque jour, le monde souffle des vents imprévus et c'est à nous de voir si on pilote ou si on se laisse porter. Cette nuance est fine, mais elle change tout. Celui qui ne fait que réagir ressemble à une personne avec une télécommande en main. Sauf que cette télécommande ne contrôle pas sa propre vie, mais dépend des attitudes des autres. Une remarque blessante, et il appuie sur le bouton de la colère. Un compliment, et il passe sur la joie. Une déception, et il bascule sur la plainte. Il vit ainsi, changeant d'émotion selon ce qui se passe dehors. Le vrai contrôle commence quand tu retires cette télécommande des mains du monde pour la garder bien entière. Ça ne veut pas dire essayer de gérer ce qui est hors de portée, mais choisir consciemment comment te tenir dans chaque situation. C'est là que la philosophie stoïcienne devient concrète. Elle ne te demande pas de vivre sans émotion, mais de ressentir sans devenir l'esclave de tes sensations. Marc Aurèle se rappelait souvent, « Ce qui te blesse n'est pas l'événement en soi, mais ton avis sur cet événement. » Cette idée paraît simple, mais c'est un des piliers les plus puissants de la liberté intérieure. Parce que si ce qui m'atteint, c'est ma manière d'interpréter, alors je peux travailler sur cette interprétation. Et quand je change ça, plus rien n'a le pouvoir de me diriger. Regarde ta dernière journée. Combien de décisions ont vraiment été les tiennes? Combien de réponses as-tu données en pleine conscience? Et combien n'ont été que des réflexes? Combien de fois t'es-tu écarté d'un conflit après avoir jugé que ça ne valait pas la peine? Et combien de fois t'y es-tu jeté juste parce que quelqu'un a touché à ton ego? Le stoïcisme nous pousse à faire ce bilan avec honnêteté. Pas pour nous accuser, mais pour voir à quel point nous restons en mode automatique. Car le changement ne commence que quand on regarde la vérité sans maquillage. Et la vérité, c'est que tant qu'on vit en réagissant, on ne construit rien. On se contente de répondre à ce que la vie met devant nous. C'est comme un bateau sans cap. Il avance, mais seulement là où le vent le pousse. Pour changer, il faut hisser les voiles avec intention et prendre la barre. Peut-être comprends-tu maintenant que le contrôle n'est pas quelque chose qu'on a ou n'a pas totalement. C'est une pratique,
un entraînement, comme muscler son corps. Au début, c'est faible, mais chaque fois que tu fais une pause avant de répondre, chaque fois que tu respires profondément et réfléchis avant d'agir, tu renforces ce muscle intérieur. Au final, la question n'est pas de savoir si tu peux tout contrôler, c'est impossible. La vraie question est, vas-tu continuer à te laisser pousser par les vents ou vas-tu apprendre à régler tes voiles? D'abord, le cycle de la réaction. Réagir, c'est simple. En fait, c'est la chose la plus simple du monde. Il suffit qu'un événement arrive et sans réfléchir, on répond déjà. Un coup de klaxon et on lâche un geste ou une parole sèche. Un message froid sur le téléphone et on sent déjà monter l'agacement. Un retard et l'impatience arrive aussitôt. C'est comme si nous avions une série de boutons invisibles et que chaque personne qui les touche déclenche toujours la même réponse. Le souci, c'est que ce comportement ne reste pas isolé. Il se répète, formant un schéma. Et ce schéma, avec le temps, cesse d'être juste une suite de réponses pour devenir notre image aux yeux des autres. C'est pour ça qu'on entend « il est comme ça, impulsif » ou « elle perd toujours ses moyens quand ça ne va pas ». Ces phrases ne parlent pas de qui est vraiment la personne. Elles décrivent juste un automatisme qu'elle n'a pas vu naître. Le cycle commence par un déclencheur. Quelque chose se passe dehors. Ça peut être un mot, un geste, une situation inattendue. Ensuite vient l'interprétation, souvent si rapide et automatique qu'on croirait qu'elle n'existe pas. De cette interprétation naît la réaction émotionnelle. Une parole, un geste ou même un silence plein de rancune. Le plus étonnant, c'est que la plupart du temps, on ne choisit pas vraiment cette réponse. Elle était déjà prête avant même que l'événement arrive. Le stoïcisme nous apprend qu'on n'est pas obligé d'obéir au premier réflexe. Marc Aurèle, dans ses pensées, rappelait « Si quelque chose d'extérieur te trouble, ce n'est pas lui qui te blesse, mais le jugement que tu portes dessus. » Cela veut dire qu'entre ce qui se passe et ce que tu fais, il y a un espace. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Mais la plupart des gens vivent comme si cet espace n'existait pas. Ils passent du déclencheur à la réaction sans voir qu'ils auraient pu s'arrêter, réfléchir et prendre un autre chemin. Petit à petit, ça devient une habitude. Et les habitudes, on le sait, façonnent les destins. Le cycle de la réaction est dangereux car il s'auto-alimente. Plus tu réagis avec impulsion, plus tu renforces l'idée que tu n'aurais pas pu faire autrement. Et plus tu y crois, plus tu laisses les circonstances décider à ta place. C'est comme vivre les mains attachées pendant que le monde choisit où tu iras. L'effet dépasse largement le moment de la réaction. Pense à une dispute animée. Tu réagis avec colère et dis quelque chose que tu ne voulais pas. Ensuite, la discussion se termine, mais les conséquences restent. Un lien abîmé, une chance perdue, un regret qui aurait pu être évité. La colère a été brève, mais son impact peut durer des années. À l'inverse, quand tu brises ce schéma, tu ouvres la porte à des décisions qui construisent au lieu de détruire. Imagine recevoir une critique injuste. Le réflexe, c'est de répondre de la même façon. Mais si tu reconnais le cycle et choisis de ne pas réagir machinalement, tu peux transformer cet instant en quelque chose de neutre ou même bénéfique. Tu te préserves, tu gardes ta dignité et souvent, tu désarmes l'attaque simplement avec le silence. Épictète comparait l'esprit à un récipient qu'on ne peut pas remplir de force. Ce qui y entre doit être trié, sinon on finit par stocker des déchets émotionnels qui ne sont même pas à nous. Réagir sans réfléchir, c'est comme laisser n'importe qui y jeter ce qu'il veut et se demander ensuite pourquoi on se sent si lourd. Couper ce cycle n'est pas facile, car il est ancré en nous. Souvent, il vient d'un besoin de se protéger. On réagit vite, parce qu'à un moment de notre vie, on a appris que ça nous défendait. Mais ce qui nous a sauvés hier peut nous freiner aujourd'hui. La première étape pour briser le cycle, c'est admettre qu'il existe. S'observer dans les moments de tension et se demander « ce que je m'apprête à faire est-il un choix ou juste un réflexe ?» Rien que cette question ouvre déjà l'espace que le stoïcisme valorise tant, l'espace entre le déclencheur et la réponse. La seconde étape, c'est s'entraîner à répondre autrement.
Cela ne veut pas dire rester passif ou tout accepter, mais choisir un comportement aligné avec nos objectifs et nos valeurs. Un stoïcien n'arrête pas d'agir, mais agit avec intention. Il ne se laisse pas happer par l'instant, car il sait que lorsque la tension retombera, c'est lui qui devra vivre avec les suites. Quand on comprend le cycle de la réaction, on réalise aussi qu'il se glisse dans des domaines qu'on ne soupçonnait pas. Il ne touche pas seulement les conflits ou les émotions fortes, il se manifeste dans les choix d'argent, la santé, les habitudes quotidiennes. Tu manges juste parce que c'est là. Tu achètes juste parce que c'est soldé. Tu laisses tomber une tâche importante juste parce que ton téléphone a vibré. De petites réactions qui, mises bout à bout, dessinent la trajectoire de ta vie. Le stoïcisme lance un défi simple mais profond. Passer plus de temps en mode action et moins en mode réaction. Cela demande une vigilance constante, car tout autour de nous semble vouloir nous ramener dans le cycle. Infos pressantes, avis des autres, attentes sociales, tout réclame notre réponse immédiate. Quand tu tiens bon, tu commences à ressentir quelque chose de rare. La sensation que ta vie est vraiment entre tes mains. Pas parce que tout se déroule comme prévu, mais parce que tu as cessé d'être seulement le reflet de ce qui arrive. Tu deviens l'auteur de tes réponses, et c'est une liberté que personne ne peut t'enlever. Le cycle de la réaction n'est pas un destin obligatoire. C'est juste le chemin le plus simple, celui que la plupart empruntent. Mais, comme tout sentier facile, il mène à un endroit banal. Le chemin le plus exigeant, celui de s'arrêter, réfléchir et choisir, mène à un lieu que peu connaissent, le vrai contrôle de soi. Deuxième, la différence entre réagir et agir. De loin, ça peut sembler pareil. Après tout, dans les deux cas, il y a un mouvement, une réponse à ce qui se passe. Mais, en te rapprochant et en observant vraiment, tu vois que ce sont deux mondes totalement différents, avec des origines, des conséquences et des effets opposés sur ta vie. Réagir, c'est répondre dans la chaleur du moment, poussé par l'élan. C'est agir sans réfléchir, ou plutôt sans vraiment choisir. C'est laisser la situation ou l'émotion décider pour toi, comme un bateau emporté par le courant sans rame ni gouvernail. Agir, au contraire, c'est répondre en partant d'un principe, d'une valeur, d'une intention claire. C'est choisir consciemment la direction avant d'avancer, même si ce pas est rapide. Pense à un incendie. Si tu réagis, tu risques de courir n'importe où, de crier, de paniquer, de bousculer des gens sans t'en rendre compte. Si tu agis, tu repères la sortie la plus proche. Tu aides ceux qui sont à côté, tu prends des décisions rapides, mais réfléchies. La différence n'est pas dans la vitesse, mais dans la source de la décision. L'une vient de l'instinct brut, l'autre d'une conscience entraînée. Les stoïciens ne prenaient pas une vie sans émotion, mais une vie où l'émotion n'est pas aux commandes. Ils savaient que si tu laisses le gouvernail aux peurs, à la colère ou à l'euphorie, tôt ou tard, le bateau finira sur les rochers. Agir, c'est garder les mains sur le gouvernail, même quand la tempête t'ordonne de le lâcher. Épictète disait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même ». Quand tu réagis, tu montres ce qui est resté automatique, ce qui n'a pas été travaillé. Quand tu agis, tu montres ce que tu as construit consciemment, avec le temps. La différence entre réagir et agir se voit aussi dans les résultats. La réaction amène souvent du regret, car elle cherche juste à apaiser un malaise immédiat, pas à bâtir quelque chose de solide. L'action, elle, peut être douloureuse sur le moment, mais apporte des fruits plus tard. C'est comme manger un gâteau pour calmer l'anxiété, réagir, ou préparer un repas sain pour nourrir ton corps. Agir. La première rassasie tout de suite. La seconde construit la santé. L'archer stoïcien est l'une des images les plus fortes pour comprendre ça. Imagine que tu es un archer et que ton but est d'atteindre la cible. Tu ne contrôles pas le vent, ni si quelqu'un passera devant la flèche, ni si la cible bougera. Mais tu contrôles la façon dont tu tiens l'arc, dont tu respires, dont tu relâches la corde. Quand tu agis, tu te concentres sur ce qui est sous ton contrôle et tu acceptes ce qui arrive après. Quand tu réagis, tu tires n'importe comment juste parce que tu es pressé de voir le résultat. Et voici un point que peu remarquent. Agir ne veut pas dire attendre trop longtemps ou avancer lentement.
Au contraire, l'action peut être rapide, mais jamais précipitée. Elle vient d'un endroit intérieur de clarté. C'est comme un maître d'arts martiaux qui, face à une attaque, bouge instantanément. Mais ce geste rapide a été répété des milliers de fois et ne vient pas d'un réflexe, mais d'une préparation. Quand tu commences à vivre plus en mode action qu'en mode réaction, quelque chose change en toi. Les gens le voient, ta présence devient plus stable, ta parole pèse plus. Parce que tu cesses d'être prévisible. Celui qui vit en réagissant est facile à manipuler. Il suffit d'appuyer sur les bons boutons. Mais celui qui agit ne joue pas le jeu des autres. Il observe, choisit, et ensuite, seulement, il bouge. Au travail, cette différence peut être décisive. Un collègue te provoque. Réagir, c'est répondre sur le coup et créer un conflit qui va traîner pendant des semaines. Agir, c'est comprendre l'intention derrière, évaluer si ça vaut la peine de répondre, et parfois utiliser l'humour ou le silence pour calmer la situation. Dans la vie personnelle, ce choix peut faire la différence entre préserver une relation saine et la briser pour une dispute qui n'avait pas lieu d'être. Cette décision, entre réagir et agir, se présente des dizaines de fois par jour, souvent dans de petites choses, répondre ou non à un message sur un ton sec, arrêter ou non une tâche pour vérifier ses notifications, céder ou non à une envie passagère qui va contre tes objectifs. Ces petits choix accumulés tracent la route de ta vie. Et le plus important, agir demande de l'entraînement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Tu dois apprendre à créer un espace entre ce qui se passe et ce que tu fais. Cet espace peut être une seconde pour respirer profondément, une question dans ta tête, qu'est-ce qui est mieux maintenant? Ou même l'habitude de s'éloigner physiquement avant de décider. Cet intervalle est comme une porte qui sépare la réaction de l'action et c'est à toi de décider si tu la franchis. Avec le temps, agir devient aussi naturel que respirer. Non pas parce que tu arrêtes de ressentir, mais parce que tu apprends à ne pas te laisser diriger par tes émotions. Tu ressens encore la colère, la peur, l'anxiété, mais elles deviennent des signaux, pas des ordres. Elles t'avertissent que quelque chose se passe, mais la décision finale t'appartient. Agir, c'est vivre comme l'auteur de sa propre histoire. Réagir, c'est vivre comme un personnage qui n'apparaît que quand un autre a déjà écrit la scène. C'est le choix que le stoïcisme nous met sous les yeux chaque jour. Veux-tu écrire le scénario ou juste jouer un rôle qu'on t'a donné? Troisième, maîtrise de soi, la base du vrai contrôle. Tu ne contrôles pas le monde. Tu ne contrôles pas ce que les gens vont dire. Tu ne contrôles pas ce qui va arriver demain. Tu ne contrôles pas les imprévus qui surgissent sur ta route. Et, si tu y réfléchis, même les choses qui semblent sous ton contrôle peuvent changer sans prévenir. Mais il existe un territoire où ton pouvoir est total, et il commence en toi. Ce territoire, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas étouffer ses émotions, faire semblant de ne pas être touché ou porter un masque. C'est se connaître tellement bien que rien d'extérieur ne peut t'arracher à ce que tu as décidé d'être. C'est comme une forteresse intérieure. Les murs n'empêchent pas le vent de souffler, mais ils évitent qu'il renverse ce qui est construit à l'intérieur. Cette forteresse est faite de clarté d'esprit, de patience et de discipline émotionnelle. Dans le stoïcisme, cette idée est essentielle. Marc Aurèle, même en étant empereur de Rome avec un pouvoir presque illimité, savait que le vrai trône n'était pas celui du palais, mais celui qu'il gardait dans son esprit. Il s'écrivait à lui-même « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Ce n'était pas une jolie phrase pour motiver les autres. C'était une règle pratique de survie mentale au milieu des guerres, des trahisons et des pressions politiques. Et voilà la vérité qui dérange. Tant que tu ne te maîtrises pas, n'importe qui, n'importe quelle situation ou émotion peut te diriger. Il suffit que quelqu'un dise le mot qui t'énerve, qu'une difficulté surgisse pour te bloquer, qu'un compliment arrive pour te faire changer de chemin juste pour plaire. Sans maîtrise de soi, tu deviens un bateau à la dérive, emporté par les vagues de chaque événement. La maîtrise de soi se construit dans la pratique, au quotidien,
et commence par quelque chose de simple mais puissant, la pause. Faire une pause avant de répondre, avant de décider, avant d'agir. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le moment où tu vérifies si tu es sur le point d'agir sous l'effet d'un élan ou d'un choix réfléchi. Cette petite fenêtre de seconde est ce qui sépare le regret de la clarté et la réaction impulsive de la sagesse. Épictète disait que pour bien vivre, il faut entraîner l'esprit comme on entraîne le corps. Un sportif ne commence pas à se préparer seulement le jour d'une compétition. Il s'exerce tous les jours jusqu'à ce que le bon geste devienne naturel. Pour l'esprit, c'est pareil. Si tu veux garder le contrôle dans une crise, il faut pratiquer la maîtrise de soi quand tout est calme. De petits défis quotidiens, comme choisir de ne pas répondre tout de suite à une provocation ou rester patient dans une longue file, sont des entraînements pour les moments plus durs. Il existe des pratiques stoïciennes pour renforcer cette capacité. L'une d'elles est la visualisation négative. Imaginer des situations difficiles avant qu'elles n'arrivent, afin que, le moment venu, elles ne soient pas un choc. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Un stoïcien se demande « Et si je perds mon travail ? Et si quelqu'un me critique injustement ? Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu ?» En y pensant à l'avance, il se prépare mentalement à réagir avec plus de calme. Un autre exercice est de retarder la réponse. Quand quelque chose provoque une émotion forte, colère, anxiété, euphorie, accorde-toi quelques minutes, quelques heures ou même une journée avant de réagir. Souvent, ce qui paraissait urgent perd son poids avec le temps et tu comprends que ça ne valait pas la peine d'y mettre autant d'énergie. La maîtrise de soi, c'est aussi savoir choisir ses combats. Tout ne mérite pas ton attention et chaque attaque ne demande pas une réponse. Parfois, parler moins protège plus ton énergie. Dans certaines situations, ignorer est la plus grande preuve de force. Marc Aurèle rappelait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à l'injuste. Cela exige de ne pas se laisser entraîner au même niveau que celui qui veut te déstabiliser. Pense aux dirigeants et figures historiques qui ont gardé leur calme dans des conditions extrêmes. Nelson Mandela, après 27 ans de prison injuste, est sorti sans discours de haine, mais avec des mots d'unité. Ce n'est pas un manque d'émotion, mais la capacité à ne pas laisser ses réactions au hasard. C'est comprendre que réagir sur le coup peut coûter bien plus cher que le plaisir immédiat de répondre sur le moment. Mais il faut se rappeler, la maîtrise de soi n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique constante, comme entretenir un jardin. Si tu arrêtes d'en prendre soin, les mauvaises herbes reviennent. Il y aura des jours où tu perdras patience, où tu réagiras sans réfléchir, où tu regretteras. Ce n'est pas un échec, c'est la preuve que l'entraînement continue. Un stoïcien ne se juge pas sur une erreur isolée, mais sur la régularité de ses efforts pour progresser. Le bénéfice de la maîtrise de soi est discret, mais profond. Plus tu la développes, moins tu es vulnérable. Le monde peut être en désordre, tu restes clair à l'intérieur. Les autres peuvent essayer de te provoquer, tu gardes ton attention sur l'essentiel. La vie peut changer du jour au lendemain. Tu sais toujours quelle est la prochaine étape. Et il y a un autre avantage, la maîtrise de soi augmente la liberté. Ça semble paradoxal, mais plus tu te contrôles, moins les autres peuvent te contrôler. La vie des autres perd de son poids, les pressions extérieures ont moins d'impact et les circonstances ne dictent plus ton humeur ni ta direction. Voilà la base du vrai contrôle. Ne pas vouloir tout diriger, mais se diriger soi-même. Parce que, quand tu te maîtrises, aucune circonstance extérieure ne peut décider qui tu seras. Tu cesses d'être prisonnier des marées et deviens le capitaine de ton propre bateau, même si la mer est agitée. Et c'est peut-être là la plus grande victoire que quelqu'un puisse obtenir. Quatrième, le poids des attentes des autres. Peu de choses détournent autant une personne de son propre chemin que de vouloir vivre pour satisfaire ce que les autres attendent. C'est un détour silencieux, mais puissant. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais une grande partie de nos choix est façonnée par la peur de décevoir, par le désir d'être accepté ou par le besoin de prouver quelque chose. Ce poids ne fait pas de bruit,
mais il est toujours là comme un sac à dos plein de pierres qui ne sont pas à toi. Et plus tu le portes longtemps, plus il déforme ta posture et limite ton souffle. Dès l'enfance, on apprend qu'il existe une façon correcte de vivre, suivre un scénario invisible, atteindre certaines réussites, agir d'une certaine manière, avoir un emploi stable, acheter une maison, fonder une famille, atteindre un certain niveau de consommation. Le problème, c'est que ce correct n'est presque jamais défini par nous. C'est un ensemble de règles non écrites que nous héritons de la famille, de la société, des amis et même de personnes que nous connaissons à peine. Bien souvent, ces règles ont été créées dans d'autres époques et contextes, et elles n'ont même plus de sens dans la réalité d'aujourd'hui. Le stoïcisme enseigne que vivre enfermé dans ses attentes est l'un des moyens les plus rapides de perdre sa liberté. Marc Aurèle disait « C'est absurde de fuir les erreurs des autres et de ne pas éviter les tiennes ». Mouque, le sens est clair. Il n'est pas logique de chercher à se modeler pour ne pas décevoir les autres, tout en négligeant ce qui nous renforce vraiment et nous conduit vers une vie pleine de sens. Quand nous basons nos actions sur l'approbation extérieure, nous remettons la clé de notre vie entre les mains d'autrui. Nous vivons alors pour plaire ou éviter les critiques en oubliant de demander « Est-ce que cela compte vraiment pour moi ?» Vivre pour répondre aux attentes d'autrui, c'est comme essayer de gagner une course dont le parcours change tout le temps et où ce ne sont pas tes mains qui tracent les virages. Chaque fois que tu t'approches de la ligne d'arrivée, quelqu'un la déplace plus loin. Tu cours, tu t'épuises, mais tu n'as jamais l'impression d'arriver. Ce n'est pas seulement fatigant, c'est intenable à long terme, car tu finis par vivre une vie qui n'est pas la tienne. Les attentes extérieures rongent aussi notre essence de façon subtile. Quand on cherche à plaire à tout le monde, on prend des décisions qui, au fond, ne sont pas en accord avec nos valeurs. Et plus on ignore cette voix intérieure, plus elle s'affaiblit, jusqu'au jour où on ne l'entend presque plus. C'est là que naissent le vide intérieur, le manque de motivation et la sensation d'être perdu, même en ayant tout. Le stoïcien ne ferme pas complètement les yeux sur le monde qui l'entoure. Il sait qu'il vit en société et que les liens ont leur importance. Mais il filtre, il distingue ce qui est utile de ce qui n'est que bruit. Si un conseil ou une critique vient de quelqu'un de sage, avec de l'expérience et qui connaît bien ta situation, cela peut avoir de la valeur. Mais si cela vient de quelqu'un qui regarde de loin, sans comprendre ta route, cela ne mérite pas de poids. C'est comme trier des grains. Tu gardes ce qui nourrit et tu rejettes ce qui n'est que la coque. Épictète disait qu'il faut se souvenir de qui nous sommes et où nous allons pour ne pas se perdre en chemin. C'est un exercice de chaque jour. Avant d'accepter un avis ou de changer de direction, demande-toi, est-ce que cela correspond à la personne que je veux devenir? Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la vie que je veux vivre? Si la réponse est non, peu importe si tout le monde autour attend que tu le fasses, ce sera quand même un détour. La pression des attentes des autres est plus forte quand elle vient de personnes proches, parents, amis, partenaires. C'est normal de vouloir leur respect et leur approbation. Mais même dans ces cas-là, il faut se rappeler que personne, aussi proche soit-il, ne vit à l'intérieur de toi. Personne ne ressent ce que tu ressens, ni ne paie le prix de tes choix. L'approbation de quelqu'un peut durer quelques minutes. Les conséquences de tes décisions peuvent durer des années. Vivre pour plaire est un contrat injuste. Tu assumes le coût, mais celui qui en profite, c'est seulement l'image que les autres ont de toi. Et cette image, même si tu t'acharnes à la façonner, ne sera jamais totalement sous ton contrôle. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, contredire ou en attendre plus. Voilà le jeu des attentes. Elles ne se terminent jamais, elles changent juste de forme. L'exercice stoïcien ici est simple à comprendre, mais demande de la pratique pour l'appliquer. Apprendre à écouter sans s'attacher. Cela ne veut pas dire devenir arrogant ou insensible, mais évaluer clairement le poids que chaque avis mérite. Certaines paroles doivent être gardées pour réflexion, d'autres, laissées là où elles sont, sans les laisser entrer. C'est comme recevoir un colis. Tout ce qui arrive à ta porte n'a pas besoin d'être accepté. Quand tu cesses de vivre en fonction des attentes extérieures, quelque chose de surprenant se produit.
le vrai respect augmente. Les gens voient que tu n'es pas facilement influençable, que tes choix viennent d'un endroit solide et réfléchi. Cela inspire plus que toute tentative de plaire à tout le monde. Les leaders, artistes, penseurs et innovateurs qui ont marqué l'histoire ne sont presque jamais ceux qui ont suivi à la lettre le scénario imposé, mais ceux qui ont osé vivre selon leurs principes, même face aux critiques. Le poids des attentes extérieures ne dure que tant que tu acceptes de le porter. Le jour où tu choisis de poser le sac et de marcher plus léger, tu découvres que tu peux avancer plus vite, avec plus de clarté et de but. Tu comprends que la route est plus paisible quand la seule carte que tu suis est celle que tu as dessinée toi-même. Et c'est là que commence la vraie liberté, quand ta vie cesse d'être le reflet de ce que les autres attendent et devient l'expression authentique de qui tu es vraiment. Cinquième, le rôle de la discipline silencieuse. Le vrai contrôle ne s'affiche pas dans de grands gestes publics. Il se construit loin des applaudissements, dans les moments où personne ne regarde. C'est là, dans le calme du quotidien, que la discipline devient la gardienne de ton propre pouvoir. La discipline silencieuse est celle qui ne cherche pas les félicitations. C'est se lever tôt pour faire ce qu'il faut, même si personne ne le remarque. C'est garder une habitude, parce qu'elle est bonne pour toi, et non pour recevoir des compliments. C'est refuser les raccourcis qui paraissent plus simples, non par peur de se tromper, mais parce que tu sais qu'ils t'éloignent de ce qui compte vraiment. C'est choisir la voie régulière plutôt que la rapide, même si personne ne voit la différence aujourd'hui. Dans le stoïcisme, la discipline n'est pas vue comme un poids, mais comme une liberté. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est simple. Celui qui n'a pas de discipline vit comme esclave de ses propres impulsions. Celui qui en a vit comme maître de ses choix. La discipline ne limite pas, elle libère. Elle retire au hasard et aux tentations le pouvoir de décider pour ta vie. Pense à une forteresse. Elle ne reste pas debout seulement grâce à ses murs hauts. Elle tient bon parce qu'il y a des gardes vigilants, des rondes régulières, un entretien constant. Si le portail reste ouvert par oubli, peu importe la hauteur du mur, la sécurité sera menacée. Dans la vie, la discipline silencieuse est cette surveillance constante qui empêche les petites failles de détruire ce que tu as construit. Cette discipline n'a pas besoin d'être si stricte qu'elle étouffe, mais elle doit être assez solide pour résister aux distractions. Et aujourd'hui, elles sont nombreuses et attirantes. Les notifications qui coupent ta concentration, les demandes pressantes qui prennent ton temps, les envies passagères qui semblent anodines, mais finissent par grignoter des heures précieuses de ta journée. La discipline silencieuse est le filtre qui garde l'essentiel au centre et laisse le bruit dehors. Marc Aurèle rappelait que perdre du temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, c'est rater l'occasion d'en être un. Cette phrase dit l'essentiel. La discipline, c'est l'action, pas la discussion. C'est la pratique, pas la théorie. Elle ne se bâtit pas avec des promesses pour demain, mais avec des choix conscients aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'attendre que la motivation arrive, mais d'agir même quand l'envie n'est pas là. Le plus intéressant, c'est que ce genre de discipline passe souvent inaperçu sur le moment. Personne n'applaudit quand tu choisis d'étudier plutôt que de regarder un épisode de plus. Personne ne te félicite quand tu mets de l'argent de côté au lieu de dépenser par impulsion. Il n'y a pas de célébration quand tu respires et choisis de ne pas entrer dans une dispute inutile. Mais avec le temps, ces petits gestes accumulés construisent quelque chose de si solide que personne ne peut te l'enlever. Une base de stabilité et de force intérieure qui résiste aux crises et aux changements. La discipline silencieuse protège aussi contre l'auto-illusion. Il est facile de montrer du contrôle quand on est observé, mais le vrai test, c'est ce que tu fais quand il n'y a pas de public. Quand tu agis dans le calme, la seule personne à convaincre, c'est toi. Et c'est là que l'engagement devient réel. C'est à ce moment que l'on distingue l'apparence de l'essence. Cette pratique est liée directement à la maîtrise de soi. Sans discipline, la maîtrise est fragile. Il suffit d'une pression pour que le contrôle s'effondre. Mais quand la discipline est entretenue chaque jour, le contrôle intérieur devient presque instinctif. C'est comme un musicien qui répète tellement que, le jour du concert, ses mains jouent toutes seules, sans effort conscient.
La discipline silencieuse ne veut pas dire ne jamais échouer, mais revenir sur la bonne route dès que tu t'égares. C'est ne pas attendre le moment parfait pour agir. C'est comprendre que la régularité l'emporte sur l'intensité. Beaucoup se motivent pendant quelques jours puis arrêtent. Celui qui est discipliné continue, même sans envie. Au fond, la discipline silencieuse est un acte de respect envers soi-même. C'est dire « j'apprécie assez la personne que je veux devenir pour agir en accord avec cela, même si personne ne regarde ». Et quand cette habitude devient constante, elle façonne non seulement tes actions, mais aussi ton caractère. Le stoïcien sait que le monde extérieur peut changer à tout moment. Crise, perte, imprévu. La seule chose qu'il peut garantir, c'est la constance de ses propres actes. Et cette constance naît seulement de la discipline silencieuse. Celle qui reste debout même quand il n'y a pas d'urgence, même quand tout semble calme, même quand il serait facile de remettre à plus tard. En cultivant cette discipline, tu construis quelque chose qui n'a pas besoin du regard des autres pour exister. C'est une force intérieure qui se tient seule, et quand le chaos frappera à ta porte, tu seras prêt, non parce que tu auras tout prévu, mais parce que tu auras appris à garder le cap quand tout autour perd le sens. La discipline silencieuse, c'est comme une racine profonde, invisible aux yeux, mais capable de soutenir l'arbre dans n'importe quelle tempête. C'est elle qui te permet de continuer à grandir dans la bonne direction, même quand les vents soufflent à contre-courant. Et au bout du compte, c'est cette constance discrète qui sépare ceux qui ne font que rêver de ceux qui bâtissent vraiment. Si tu observes bien, tu verras que depuis le début, nous parlons en réalité de quelque chose qui, dans la pratique, change tout. Vivre de façon consciente. Et vivre consciemment n'est pas un événement unique, c'est un entraînement quotidien. C'est refuser le rôle de spectateur de sa propre vie et prendre la place de protagoniste, même quand personne n'applaudit. Beaucoup passent leur vie à croire qu'ils n'auront du contrôle que lorsque les circonstances seront parfaites. Mais c'est l'une des plus grandes illusions. Le contrôle ne commence pas quand le monde s'organise pour toi. Il commence quand tu choisis de t'organiser à l'intérieur, même en plein chaos. C'est dans cette décision silencieuse que le stoïcisme prend racine. Et voici un point que peu remarquent. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand bouleversement pour commencer. De petits ajustements quotidiens, faits avec constance, sont plus puissants que des changements brusques qui s'effacent vite. C'est se lever et décider de ne pas entrer dans cette discussion inutile. C'est dire non à ce qui ne fera que voler ton énergie. C'est investir du temps dans quelque chose qui construit, même si le résultat ne se voit pas encore. Ce chemin n'est pas de gagner chaque jour, mais de ne se perdre dans aucun d'eux. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour garder le contrôle, mais tu dois être prêt à reprendre les rênes chaque fois que tu te surprends à t'en écarter. C'est ainsi qu'on bâtit une route solide, un pas après l'autre. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que te maîtriser est la base pour maîtriser ta vie. Et je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Écris en commentaire « Je choisis d'agir ». Car quand tu affirmes cela, même par des mots, tu commences à reprogrammer ton esprit pour vivre avec intention. Maintenant, revenons à notre leçon. 6e, choisir ce qui mérite ton attention. Ce que tu décides d'observer façonne ce que tu ressens. Et ce que tu ressens influence directement tes décisions. C'est pourquoi l'un des plus grands leviers pour garder le contrôle de ta vie est d'apprendre à choisir consciemment ce qui mérite ton attention. Nous vivons dans un monde qui se dispute chaque seconde de notre concentration. Des infos urgentes qui ne sont pas toujours importantes, des réseaux sociaux pleins de comparaisons, des avis extérieurs qui se présentent comme des vérités absolues, des notifications qui clignotent comme des ordres. Tout veut une part de ton esprit, et si tu ne définis pas ce que tu vas prioriser, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. C'est ainsi que beaucoup finissent par vivre pour réagir, et non pour agir. Le stoïcisme enseigne que l'esprit est comme un champ fertile. Tout ce que tu laisses entrer pousse, mais tout ce qui pousse n'est pas utile. Certaines choses sont comme des graines d'arbres fruitiers. Elles offrent ombre, nourriture et soutien. D'autres sont comme des mauvaises herbes. Elles prennent la place, volent les nutriments et empêchent le bon de grandir. Si tu ne fais pas attention à ce que tu plantes,
Un jour, tu te rends compte que tu es entouré de ce que tu ne voulais pas, et l'arracher devient bien plus difficile. Marc Aurèle, au sommet de son pouvoir, savait qu'il ne pouvait pas tout observer. Il écrivait pour lui-même sur l'importance de se concentrer sur ce qui était en accord avec sa mission, sa vertu, et ce qui pouvait vraiment être fait. Il savait que l'énergie gaspillée sur ce qui ne compte pas est de l'énergie en moins pour ce qui compte vraiment. Cette conscience n'est pas seulement philosophique, elle est profondément pratique. Si même un empereur devait choisir avec soin où porter son attention, que dire de nous, entourés en permanence d'innombrables distractions? En pratique, choisir ce qui mérite ton attention signifie dire non à bien plus de choses que tu ne l'imagines. Cela veut dire refuser les discussions stériles, ignorer les provocations, ne pas nourrir des pensées qui ne mènent nulle part, comprendre que toutes les nouvelles ne doivent pas être lues, que toutes les critiques ne méritent pas d'être écoutées et que toutes les occasions ne valent pas la peine d'être saisies. Bien souvent, une opportunité n'est qu'un détour déguisé. Mais attention, il ne s'agit pas de se couper du monde, il s'agit d'être sélectif. Un jardinier n'ignore pas les plantes qui n'ont pas besoin d'être taillées. Il ne perd juste pas de temps à couper ce qui est déjà sain. Il observe, prend soin et intervient seulement là où cela favorisera une vraie croissance. Au lieu de disperser son énergie partout, il la dirige vers ce qui donnera le meilleur résultat. Ce type de focalisation agit aussi comme un bouclier contre la manipulation. Quand tu as l'habitude de réagir à tout, n'importe qui ou n'importe quoi peut capter ton attention et par conséquent influencer tes actions. Mais quand tu choisis consciemment ce à quoi tu vas prêter attention, tu reprends le contrôle de ton propre scénario. Tu deviens moins vulnérable aux récits imposés, moins facile à entraîner dans des vagues d'indignation fabriquées, moins prisonnier des urgences artificielles, créées pour vendre ou attirer des clics. Épictète disait que la liberté consiste à ne pas se laisser asservir par ce que nous ne maîtrisons pas. Et une grande partie de cette servitude commence par l'attention. Si tu fixes ton regard sur quelque chose qui échappe à ton contrôle, ton énergie sera épuisée à vouloir changer ce qui ne peut pas l'être. Mais si tu diriges ton attention vers ce que tu peux transformer, le progrès devient inévitable. Cela ne veut pas dire ignorer les vrais problèmes, mais filtrer ceux qui méritent un investissement émotionnel et concret. Tu peux appliquer cela dès maintenant. Il suffit de te demander « Ce à quoi je prête attention aura-t-il encore de l'importance dans un mois? Aura-t-il un impact dans un an? Cette préoccupation est-elle sous mon contrôle ou totalement hors de ma portée? » Si la réponse est « non » aux deux premières questions et hors de ma portée à la troisième, c'est peut-être le moment de libérer de l'espace mental. Cet espace libre n'est pas un vide. Il devient un terrain fertile pour des idées, de l'énergie et des actions plus utiles. Avec le temps, cette habitude produit un effet puissant. Ton esprit devient plus paisible. Non pas parce que le monde est plus calme, mais parce que tu as cessé de gaspiller ton attention sur chaque pierre qui se trouve sur ta route. Tu continues de les voir, mais tu ne t'arrêtes plus devant chacune. Tu passes, ajustes ta trajectoire et avances. Le choix conscient de l'attention prévient aussi la paralysie causée par l'excès d'informations. Aujourd'hui, beaucoup sont tellement saturés de stimuli et de données qu'ils perdent la capacité d'agir. Trop d'informations non filtrées peut être aussi nuisible que l'ignorance. Choisir ce à quoi tu vas prêter attention est donc une forme d'intelligence pratique. Cela demande de la discipline. L'esprit, par réflexe, a tendance à se disperser et à courir vers les stimulations rapides et les récompenses immédiates. Le travail consiste ici à entraîner l'attention comme on entraîne un muscle, en la renforçant, en la redirigeant, en lui apprenant à rester là où cela en vaut vraiment la peine. Choisir ce qui mérite ton attention, c'est au fond choisir le type de vie que tu veux mener. Car ce que tu nourris de ton focus grandit, et ce que tu ignores s'affaiblit. Au final, ce qui grandit en toi devient la base de tes décisions, de tes actes et de ta paix intérieure. Un esprit sans discipline est comme un terrain envahi par les mauvaises herbes. Un esprit sélectif est un jardin qui fleurit sans cesse.
Et rappelle-toi, le monde tentera de voler ton attention chaque jour. Ton rôle est de décider si tu la donnes ou si tu la gardes pour ce qui construit vraiment la personne que tu veux devenir. 7e, faire face aux imprévus sans perdre son équilibre. Tu peux organiser ta journée dans les moindres détails, fixer des horaires, planifier tes rendez-vous, préparer chaque étape. Mais la vie n'a aucune obligation de suivre ton scénario. Un retard, une nouvelle inattendue, une perte, une erreur de calcul, un changement brutal de situation. Les imprévus arrivent sans prévenir. C'est à ce moment qu'on découvre si notre contrôle est réel ou juste une illusion. Le stoïcisme ne promet pas d'éliminer les imprévus. Au contraire, il part du principe qu'ils sont inévitables. Marc Aurèle s'écrivait chaque matin qu'il rencontrerait des personnes ingrates, intéressées, arrogantes et injustes, non pas pour devenir amer, mais pour ne pas être surpris. En s'attendant à voir surgir des obstacles, il se préparait mentalement à les affronter avec calme. Cette habitude réduisait l'impact émotionnel, car rien de ce qui venait n'était totalement imprévu. Le problème, c'est que la plupart voient un imprévu comme le signe que tout a mal tourné. Elles s'attachent à l'idée que ça ne devait pas se passer ainsi et gaspillent leur énergie à lutter contre ce qui est déjà arrivé. Cette résistance intérieure, c'est comme ramer à contre-courant. Ça ne change pas la direction de l'eau, mais ça épuise celui qui rame. Le stoïcien fait autrement. Il reconnaît ce qui échappe à son contrôle et déplace son attention vers ce qui reste entre ses mains. Imagine que tu sois en voyage et que ton vol soit annulé. Réagir sur le coup pourrait vouloir dire s'énerver contre l'employé, se plaindre sur les réseaux sociaux et passer des heures à répéter combien la situation est injuste. Au final, l'avion reste au sol et toi, tu restes coincé à l'aéroport. Agir avec maîtrise, c'est accepter que le vol ne va pas réapparaître par magie juste parce que tu le veux, évaluer les options et choisir la meilleure. Reporter, chercher un autre moyen de transport, réorganiser ton programme. La différence entre perdre des heures dans le stress et les utiliser pour trouver une solution tient uniquement à l'état d'esprit. Épictète disait « Ce qui te trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais le jugement que tu portes sur ce qui arrive. » Cette idée prend tout son sens face aux imprévus, car en changeant ton jugement, tu changes aussi ta réaction émotionnelle. Un retard peut être vu comme une catastrophe ou comme l'occasion de lire, de te reposer ou de remettre de l'ordre dans tes idées. Une perte peut être vue uniquement comme une injustice ou aussi comme la possibilité de renforcer ta résilience et de trouver de nouvelles voies. Autre point essentiel, bien gérer les imprévus ne veut pas dire ne rien ressentir. Le stoïcien ressent tristesse, colère, frustration, mais il ne laisse pas ses émotions décider à sa place. Il les reconnaît, respire, observe et seulement ensuite choisit quoi faire. C'est ça la maîtrise de soi en action. Ne pas nier l'émotion, mais l'empêcher de prendre le volant. Une méthode clé du stoïcisme pour affronter les contretemps est la dichotomie du contrôle. Séparer dans chaque situation ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Cette clarté libère, car elle évite de gaspiller ton énergie sur l'impossible et la concentre sur ce que tu peux encore influencer. Par exemple, la circulation est bloquée, ce n'est pas sous ton contrôle. Ce qui est sous ton contrôle, c'est la façon dont tu utilises ce temps dans la voiture. Écouter un podcast, réviser mentalement un projet ou simplement respirer pour relâcher la tension. Un client a annulé le contrat, tu ne contrôles pas sa décision. Mais tu peux contrôler ta réponse, demander un retour, améliorer tes méthodes, chercher de nouveaux clients. La pluie a gâché l'événement en plein air? Tu ne contrôles pas la météo, mais tu peux trouver un autre lieu ou imaginer des solutions pour ne pas perdre l'occasion. Ce changement de focus paraît simple, mais il demande un entraînement quotidien. En commençant à l'appliquer, tu verras que 90% des réactions automatiques face aux imprévus ne sont qu'un gaspillage d'énergie pure. Un autre point qui renforce la stabilité face à l'inattendu est la préparation mentale, aussi appelée préméditatio malorum, préméditation des mots. Cette habitude stoïcienne consiste à imaginer de manière claire et sans exagération les scénarios négatifs qui pourraient survenir.
non pas pour souffrir à l'avance, mais pour être prêt mentalement s'ils arrivent. Celui qui a déjà envisagé la possibilité de changement ou de perte réagit en général avec plus de calme lorsqu'ils se produisent. Et il y a un bénéfice discret dans tout cela. Plus tu affrontes les imprévus en gardant ton équilibre, plus tu deviens sûr de toi. Non pas parce que tout se passe bien, mais parce que tu constates que même quand ça tourne mal, tu es capable d'avancer. Cette assurance n'est pas de l'orgueil, c'est la sérénité de celui qui sait que, quoi qu'il arrive, il ne se perdra pas dans la tempête. Avec le temps, cette façon de faire diminue la peur de l'avenir. Tu cesses de vivre en voulant éliminer tout risque et tu commences à vivre en sachant que tu peux naviguer quand la mer change. Et la mer change toujours. En fin de compte, gérer les imprévus sans perdre son axe est un choix quotidien de ne pas offrir ta paix à ce qui n'est pas sous ton contrôle. C'est garder la barre ferme, même quand le vent souffle contre toi. Et si tu dois changer de cap, tu le fais non pas par abandon, mais parce que tu préfères continuer à naviguer plutôt que d'attendre que le vent fasse ce que tu veux. Si tu regardes tout ce que nous avons vu jusqu'ici, tu comprendras que le stoïcisme n'est pas une philosophie lointaine, réservée aux moines ou aux érudits isolés dans leurs livres. C'est, dans les faits, un guide concret pour reprendre les rênes de ta vie, peu importe la situation, ton passé ou les conditions autour de toi. Nous avons commencé en parlant de l'illusion du contrôle. Cette impression d'être aux commandes, alors qu'en réalité, nous faisons juste réagir à ce que le monde nous envoie. Puis, nous avons décortiqué le cycle de la réaction et la différence entre agir et réagir. Nous avons exploré la maîtrise de soi en voyant que la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais soi-même. Nous avons vu comment les attentes extérieures peuvent nous retenir sans que nous nous en rendions compte et combien il est libérateur de s'en détacher. Nous avons aussi parlé de la discipline silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements pour exister, de l'importance de choisir avec soin où mettre ton attention et de la valeur de savoir affronter l'imprévu sans perdre ton équilibre. Chacun de ces points n'est pas juste un joli conseil, mais un outil concret pour vivre avec plus de présence, de clarté et de sens. Tout cela mène à une idée centrale. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui arrive, mais tu peux toujours contrôler qui tu choisis d'être face à ce qui arrive. C'est le cœur de la liberté stoïcienne. Ce n'est pas un pouvoir magique pour changer le monde à ta guise, mais une force inébranlable sur toi-même, qui te rend moins vulnérable aux marées du hasard. Quand on vit seulement en réagissant, notre quotidien devient une suite d'incendies à éteindre. On passe la journée à courir, épuisé, à répondre à des messages, à des délais, à des pressions et à des attentes extérieures. Nos décisions cessent d'être issues d'un raisonnement clair et deviennent dictées par l'urgence ou par la peur. Mais, quand nous décidons d'agir avec intention, nous commençons à bâtir une vie qui n'est pas définie par des élans passagers, mais par des principes solides. Les décisions prennent alors racine et direction. La journée cesse d'être une lutte contre le chaos et devient une suite de choix réfléchis. Le plus marquant, c'est que ce changement ne demande pas des conditions parfaites. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment ou le nouvel an. Tu peux commencer maintenant, là où tu es, avec ce que tu as. Ton premier pas peut être aussi simple que respirer profondément avant de répondre à quelqu'un qui t'a agacé, choisir de ne pas entrer dans une discussion inutile, mettre ton téléphone de côté pendant 30 minutes pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Prendre quelques minutes dans la journée pour réfléchir à ce qui est sous ton contrôle et à ce qui ne l'est pas. Noter dans un carnet les situations où tu as réussi à agir avec intention plutôt que de réagir par réflexe. Ces petits gestes sont comme des graines. Pris isolément, ils semblent minimes, mais répétés chaque jour, ils prennent racine et deviennent des habitudes qui façonnent ta manière de vivre. Et il est essentiel de se rappeler, cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin de répétition, de pratique et d'ajustement constant. Parfois, tu verras que tu as réagi avant de réfléchir. D'autres fois, tu seras fier d'avoir gardé ton calme. Le progrès vient avec la régularité, pas avec la perfection. Voici quelque chose que je veux que tu retiennes.
Le contrôle n'est pas de la rigidité. Ce n'est pas vivre le poing fermé en essayant de tenir chaque détail du monde. C'est, au contraire, la capacité d'ouvrir la main et de laisser partir ce qui n'est pas entre tes mains, tout en gardant fermement ce qui est de ta responsabilité. C'est de la souplesse avec une clarté de but. Si ce message résonne pour toi, je te propose un engagement. Écris en commentaire « Je choisis de vivre avec intention ». Cette phrase sera ton engagement public à agir de façon plus consciente, à réduire la place que prend la réaction automatique dans ta vie et à augmenter celle de l'action intentionnelle. Et avant de partir, souviens-toi, cette chaîne existe pour être un espace de réflexion et de pratique. Si tu veux poursuivre ce chemin, abonne-toi dès maintenant, active les notifications et aime cette vidéo pour que plus de gens puissent accéder à ces idées. Et surtout, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Une fois terminé, prends le temps de regarder les autres vidéos qui vont apparaître à l'écran. Elles sont liées à ce que nous avons vu ici et approfondiront encore plus ta compréhension. Considère-les comme les prochaines étapes. Chacune d'elles est une pièce supplémentaire dans le puzzle d'une vie plus claire, plus forte intérieurement et plus alignée sur un but. Au final, la question qui reste est simple et en même temps puissante. Vas-tu continuer à vivre en mode automatique en réagissant à ce que le monde t'envoie ou vas-tu choisir de vivre avec intention? Réfléchis-y et on se retrouve dans les prochaines vidéos.